Records de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme ? Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation ? Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror, épisode 9, 2050, la France a faim. En 2050, nous serons près de 9,7 milliards d'humains sur Terre, près de 10 milliards de bouches à nourrir. Selon la FAO, la demande annuelle de céréales pourrait atteindre 3 milliards de tonnes, soit une augmentation de 40% quand celle de la viande bondirait de 75%, soit quelques 455 millions de tonnes. Dans le même temps, les surfaces cultivables sont de moins en moins étendues. En cause, le changement climatique, l'urbanisation des terrains agricoles, le manque d'eau et l'épuisement des sols. Résultat, si rien n'est fait, nous assisterons à des épisodes de famine dans les pays en développement, mais aussi des tensions sur le marché des denrées alimentaires dans les pays développés. Salma Andréi, vous vous êtes rendue dans un futur qui n'a rien de très séduisant à Clermont-Ferrand en 2050, car même la France serait touchée par la crise alimentaire. Malheureusement, oui, Rachel. En cause, les multiples crises céréalières de la décennie 2040 qui ont entraîné, année après année, une hausse des prix de l'alimentaire. Les perturbations climatiques que l'Europe connaît ces dernières années se sont concrétisées par un début d'année 2050 catastrophique sur le plan météorologique. Il n'a pas plu, les températures ont atteint des niveaux records sur tout le continent. Bilan, des récoltes au plus bas dans toute l'Union. Comme rien n'a été anticipé au cours des années précédentes, que les terres agricoles n'ont cessé de reculer, que les modes de culture sont restés les mêmes, les céréales sont devenues un bien rare. Leurs prix ont flambé, la spéculation a amplifié l'effet. Même en France, l'industrie agroalimentaire a eu du mal à se fournir. Résultat, le coût de certains produits a parfois doublé. Les catégories les moins favorisées ont vu la part de leur budget consacré à l'alimentation exploser. Ainsi, les banques alimentaires sont prises d'assaut. Il y avait du monde ce jeudi 8 décembre pour venir récupérer les colis préparés par l'association. Dans la file d'attente, beaucoup venaient pour la première fois. Une diversification dans le profil des bénéficiaires, comme l'a constaté Victoria Hurel, directrice de l'antenne clermontoise de la Banque alimentaire. On a de plus en plus de demandes de personnes des classes moyennes. Ce sont des gens qui travaillent et qui ont un emploi, mais dont les revenus sont plus suffisants pour faire leurs courses dès le 15 du mois. Dans un premier temps, les différentes crises céréalières ont fait monter les prix et beaucoup se sont précipités dans les magasins pour faire du stock, ce qui a eu pour effet de renforcer la hausse. Le gouvernement a bien tenté d'interdire les exportations et de bloquer les prix de produits de première nécessité, mais ça n'a pas suffi. D'autant que les céréales sont à la base de l'alimentation humaine, mais aussi animale. C'est une matière première importante pour l'élevage. Quand son coût augmente, ceux de la viande et des produits d'origine animale augmentent à leur tour. Toute l'économie est bouleversée. Ce bouleversement de l'économie, certains en profitent. En parallèle du marché officiel que l'État tente de réguler, voire de rationner sur certains types de produits comme les féculents le temps de la crise, s'est développé un véritable marché noir auquel il est facile d'accéder. En quelques clics, j'ai pu entrer en contact avec un homme qui se fait appeler Quentin, à la tête d'un réseau de distribution pour le moins surprenant. Je vends les produits de base qu'on peut se procurer qu'en quantité limitée en ce moment. Ça va des pâtes à la farine, en passant par le beurre ou les œufs. Mais le frais, c'est plus compliqué à conserver et à transporter discrètement. Quand j'ai vu que les prix commençaient à grimper, j'ai stocké un maximum de produits et j'ai trouvé un moyen de me fournir à l'étranger, où les contrôles là-bas du rationnement sont moins stricts qu'ici. Pour commander, c'est simple. Il suffit de me contacter via ma messagerie chiffrée pour me dire ce que l'on veut et en quelle quantité. Quand je peux fournir, je le fais, mais il faut savoir y mettre le prix. Vous n'imaginez pas ce que certains sont prêts à payer pour pouvoir se faire des crêpes. Combien de temps cette situation va-t-elle durer ? Dans le pire des cas, il faudra attendre les prochaines récoltes dans l'hémisphère nord l'été 2051.
De meilleures conditions climatiques permettraient le retour de la production à des niveaux corrects et la crise serait enrayée. Certains regardent avec attention la production dans l'hémisphère sud qui pourrait, si elle est excédentaire, faire baisser la pression sur le marché de l'agroalimentaire. Merci Salma. Retournons maintenant au présent. Nous sommes au téléphone avec Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, engagée depuis plus de 30 ans pour la protection de l'environnement. En 2050, la planète devrait approcher les 10 milliards d'habitants. Aujourd'hui, seuls 5 milliards de personnes peuvent manger à leur faim. Donc l'objectif est de nourrir 2 fois plus de personnes dans 30 ans. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je pense que l'avenir de l'humanité s'inscrit dans une nécessité vraiment urgente et importante, et je crois que ça fait consensus aujourd'hui, d'inscrire toutes nos activités humaines dans un nexus qui consisterait à protéger à la fois le climat, la biodiversité et l'océan. Parce que c'est l'équilibre entre ces 3 socles qui vont permettre que nous ayons une planète tempérée, un climat réparé et une biodiversité dont nous bénéficions des écosystèmes. Nous nous nourrissons de la faune et de la flore de cette planète. Donc il est important de remettre la biodiversité dans ce prisme de la sécurité alimentaire et de l'alimentation humaine. Le climat, c'est très important parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, nos systèmes agraires sont de plus en plus vulnérables face aux inondations, face aux sécheresses, face aux changements brutaux de température, et nous sommes inscrits sur une agriculture de temps long avec des espèces de moins en moins résistantes, de moins en moins résilientes. Donc il y a beaucoup trop de risques aujourd'hui et de menaces sur les types de production que nous avons mis en place. Et l'océan, bien sûr, parce que on comprend aujourd'hui que l'océan va nous apporter 50% de l'oxygène disponible sur la biosphère, pour nous, mais également pour les écosystèmes et la biodiversité. Et justement, vous pensez qu'on peut nourrir ces 10 milliards d'êtres humains sans aggraver l'état de la planète ? Pour reprendre cette très jolie phrase, si on veut que rien ne change, il va falloir que tout change. Et en fait, on se rend compte que si on a une approche un petit peu différente et qu'on cherche justement à limiter ces impacts, on arrive à des solutions qui sont, ma foi, d'une simplicité et qui nous rappellent peut-être un petit peu ce qu'on a déjà vécu autrefois dans le passé et dont on a oublié l'efficacité et la productivité. On va parler par exemple de l'aquaculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50% des poissons consommés par les êtres humains sont issus de l'élevage et non plus de la pêche. En revanche, ce qu'on oublie, c'est que pour élever des poissons, il faut faire des farines de poissons qui, elles, sont issues de la pêche, donc on tape dans la ressource halieutique et pas de la meilleure façon. C'est une pêche qui va favoriser la piraterie, qui va favoriser la pêche illégale, qui va accélérer l'effondrement des stocks et qui est une pêche qui est de toute façon nuisible à la fois pour l'océan, puisqu'on déséquilibre les écosystèmes océanique. C'est une approche qui est nuisible pour le climat parce que dès que vous sortez un poisson de la mer, il faut le mettre dans de la glace et là on va avoir des poissons qui vont faire le tour du monde dans des containers avec des congélateurs pour arriver dans un camion frigorifique qui va arriver dans un magasin qui va tout ça va finir dans un congélo. Enfin, on est sur une démence environnementale et un coût carbone qu'on ne peut plus supporter. Donc si on fait autrement, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire on va pêcher localement. Mais pêcher localement, ça peut peut-être nourrir une communauté réduite, un humain sur 2 habite dans des grandes villes et elles ne sont pas toutes littorales. En revanche, qu'est-ce qu'on peut apprendre des écosystèmes ? On peut apprendre notamment que les écosystèmes, notamment les poissons, ont des capacités de reproduction extraordinaires. Les poissons, c'est des centaines de milliers d'œufs. Dans le milieu, 2 ou 3 individus vont survivre et toutes les larves ou les juvéniles vont tout simplement venir nourrir l'écosystème océanique mondial. Si on retient que ces poissons ont des dynamiques de reproduction très importantes, qu'on les met dans des circuits fermés de manière à garder toutes ces larves, et qu'on organise l'alimentation de ces poissons selon la chaîne trophique, c'est-à-dire en imitant tout simplement ce qui se passe dans le milieu, c'est-à-dire qu'en mettant des poissons carnivores, des poissons herbivores, des organismes qui vont métaboliser d'autres nutriments, et en fait, en gros, vous nourrissez le poisson prédateur, et à travers les fesses du poisson prédateur, vous allez mettre en place tout un circuit de nutriments. Et en fait, plus vous avez d'individus et d'espèces dans une chaîne trophique, ils vont être de mieux en mieux nourris. Donc on assiste à un cercle vertueux tout à fait remarquable. Si vous faites en sorte d'avoir ces fermes multitrophiques, ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée, si vous faites en sorte d'avoir des infrastructures au plus près des bassins de consommation, au cœur vraiment des habitats, vous pouvez fournir quotidiennement de la protéine. Alors après, la question c'est comment est-ce que je vais nourrir le premier poisson ? Puisque l'idée c'est d'arrêter les farines de poisson qui sont néfastes pour l'environnement. Et bien là, vous allez découvrir la magie du vivant. Vous allez travailler avec des insectes.
Alors pourquoi les insectes? Parce que les insectes, pareil, on est sur des dynamiques de population très actives avec un temps très court, et donc après la question se pose comment on nourrit l'insecte. Et là on arrive dans le miracle de l'économie circulaire, c'est-à-dire que le gâchis alimentaire des villes, les gâchis alimentaires des productions agroalimentaires vont nourrir tout simplement des insectes. Donc c'est-à-dire que si on arrive à imaginer que la ville est un écosystème, on arrive assez rapidement à boucler ces chaînes trophiques et valoriser à chaque étape des déchets organiques qui de coup deviennent ressources pour nourrir des poissons qui deviennent ressources, voilà. Et donc, en s'inspirant des chaînes alimentaires qu'on va trouver dans la nature, on peut réinventer des écosystèmes urbains qui vont permettre de ressourcer la ville et de créer de la protéine pour le plus grand nombre. C'est sur la même logique qu'un hectare de terre cultivée pourrait nourrir 6 personnes au lieu de 4 actuellement, selon vous? J'aime beaucoup l'exemple de la permaculture. Donc la permaculture, c'est cette approche très différente qui consiste à faire pousser sur des petites surfaces un grand nombre d'espèces et de variétés de légumes ou de fruits différents, de manière à ce que les espèces se protègent entre elles et une résilience commune développée. L'exemple le plus remarquable en France, en tout cas, c'est la ferme du Bec-et-Loing. Et la ferme du Bec-et-Loing est un haut lieu donc de compétences en permaculture et également a fait l'objet d'une étude pro-paritaire et a été validée par l'INRA. Donc sur cette approche de permaculture, vous allez vous rendre compte que le vivant est fondamental. Sur une ferme permaculturelle, vous avez besoin d'avoir des oiseaux, des poules, des ânes, des vaches, doucement, pour créer cette matière organique qui va venir enrichir les sols. Et voilà, on parle toujours de la dégradation des sols quand on parle d'agriculture traditionnelle. Et là, pour la première fois, j'ai entendu les animateurs de la ferme du Bec-et-Loing dire nous avons dégradé nos sols. C'est-à-dire que dès qu'on a cette approche écosystémique d'économie circulaire, on a une valorisation du milieu. Donc non seulement on a moins de déchets, on a une production qui va être incroyablement fertile sur des surfaces réduites et en plus cela permet la proximité. Et donc cette approche permaculturelle, il faut la doubler d'une vision urbaine. C'est justement tout le principe de l'aquaponie. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer en quoi ça consiste? Alors, on va parler d'aquaponie lorsqu'on va parler d'eau douce et lorsqu'on va parler de systèmes d'irrigation qui vont enrichir l'eau par la présence de poissons. C'est-à-dire que vous allez avoir des poissons que vous allez nourrir qui vont déféquer dans l'eau et cette eau va partir donc chargée ou enrichie par la présence du vivant et après va aller irriguer des productions de tomates, de fruits, de plantes vertes, de condiments. Enfin voilà, donc vous allez avoir une eau enrichie qui va irriguer dans des serres. L'aquaponie se pratique dans des endroits clos où vous allez pouvoir maîtriser les éléments pathogènes, vous allez pouvoir maîtriser la température et justement vous allez pouvoir avoir une information constante sur la qualité nutritive de l'eau. Donc ça c'est l'approche eau douce et qui peut très bien se faire sur le toit d'un immeuble. Et justement, cet exemple, l'aquaponie c'est souvent des grosses productions, c'est en gare. Est-ce que c'est pas incompatible avec la permaculture, avec le fait de suivre la nature? Je pense qu'il faut justement qu'on sorte de ces approches en silo où il faut qu'un modèle soit le bon, qu'on soit à la campagne, en ville, en latitude nord, en latitude sud. Je pense qu'il faut adapter les modes de production sur ces principes d'enrichissement des chaînes trophiques du vivant à l'endroit où vous vous trouvez. Si vous avez la chance d'être en Normandie, par exemple, bien sûr, la permaculture fait sens. Si vous êtes effectivement en grande densité urbaine, l'aquaponie, ou si vous êtes en grande densité urbaine littorale, l'aquaculture multitrophique intégrée s'impose. Je pense qu'il faut avoir l'intelligence aujourd'hui de s'adapter à ce que propose le milieu. Cela demande une grande compétence. Je pense qu'il faut accompagner ces initiatives et ces entrepreneurs de biologistes et d'ingénieurs agro. On changera vraiment les résultats en apportant de la compétence et en incluant la connaissance et l'utilisation des écosystèmes vivants au plus grand nombre. Je pense qu'il faudrait avoir une véritable approche vraiment écosystémique de manière à optimiser sur chaque terroir sa meilleure formule. Il faut qu'on arrête d'être toujours dans l'optimisation et qu'on commence à rentrer dans l'équilibre et dans la résilience. Et en plus, la régularité. Si on veut vraiment avoir une production agricole pérenne, je crois qu'il faut miser sur les espèces locales en ayant une vraie compréhension du milieu, en partageant cette compétence et cette connaissance avec les communautés locales, de manière à optimiser ces services écosystémiques. On le comprend en écoutant Patricia Ricard, l'humanité ne pourra se nourrir que si elle se montre inventive et qu'elle respecte la nature. Depuis des années, Veolia développe de nombreuses technologies en ce sens. Jean-François Nogret, directeur de la zone Veolia Technologie et Contracting, nous parle de l'importance de préserver les sols pour pouvoir continuer à les cultiver dans 30 ans. Veolia travaille sur ces 3 axes, donc le lien entre la ville et le sol, l'interface ville-sol, l'industrie et le sol, et également les pratiques agricoles
et le sol. En ce qui concerne l'industrie, Veolia a mis au point depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années, un certain nombre de techniques pour la dépollution. Il y a énormément d'industrie et il y a énormément de diversité de pollution. Donc les points les plus importants ont été la mise en sécurité sur les nappes phréatiques pour éviter l'extension. Mais les grandes pollutions sur lesquelles on a travaillé depuis très longtemps sont les pollutions d'hydrocarbures, les pollutions liées à des métaux lourds qu'on trouve dans les mines par exemple, et des pollutions de produits chimiques beaucoup plus récalcitrants à toutes sortes de traitements. Donc la mise au point de ces techniques s'est faite et aujourd'hui Veolia est une des sociétés qui maîtrisons le plus de technologies en matière de dépollution des sols. Voilà, ce qui nous a permis de nous étendre non seulement en France mais un peu partout en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, là où l'histoire de l'industrie était la plus forte. Quelles sont les solutions durables pour préserver les sols ? La première solution, c'est la prévention. On essaye d'inciter les gens à avoir une surveillance de la pollution des sols avant que la pollution ne pénètre dans la nappe phréatique. La nappe phréatique, une fois qu'elle est polluée, on va la dépolluer, mais ça prendra beaucoup plus d'efforts, ça sera beaucoup plus long. Et donc c'est très important que la surveillance se fasse en amont. Sur les techniques qu'on utilise, on a des techniques thermiques, des techniques biologiques, des techniques physiques, chimiques. On en maîtrise un certain nombre. Il y a des pollutions qui sont biodégradables, donc on va essayer d'utiliser des matières vivantes, donc des bactéries, des champignons, pour les dépolluer. Donc heureusement, par exemple dans la famille des hydrocarbures, il y a beaucoup de pollutions dont l'origine est des hydrocarbures, on peut utiliser donc ces technologies finalement douces. Elles vont prendre plus de temps que d'autres technologies, mais on obtient une très bonne dépollution. Il y a des technologies thermiques, donc là on va utiliser ça sur des produits récalcitrants à la biodégradation, difficilement comme des goudrons ou d'autres molécules de synthèse. Ces techniques-là consistent finalement à chauffer le sol, à faire passer la pollution de forme solide ou presque liquide en phase gazeuse et de traiter le gaz par incinération. On peut le faire in situ en mettant des pointes chauffantes dans le sol, on chauffe le sol et on vient mettre la surface du sol en dépression et on va absorber la pollution. Donc ça marche sur certains hydrocarbures ou sur certains solvants. On peut aussi utiliser des unités mobiles de désorption thermique où là, carrément, on vient mettre le sol qu'on a été récupéré à la pelle mécanique dans l'unité mobile et c'est cette unité qui va servir de désorption et de traitement des gaz désorbés. Enfin, on a les techniques de physico-chimique. Donc c'est des techniques qu'on a utilisées, déployées largement venant du traitement des eaux et qu'on a adapté pour la réalité de la pollution des nappes phréatiques et des sols pollués. Alors je vais en citer quelques exemples. Le fait d'aspirer un gaz volatile fonctionne très bien. En revanche, on peut faciliter son aspiration en jouant sur les propriétés et les interfaces entre le polluant et le sol, par exemple tout simplement par des savons. On va utiliser également la physico-chimie pour concentrer les métaux lourds et les piéger, comme on peut le faire dans les nappes phréatiques, comme on peut le faire dans les eaux usées. Quelles que soient les techniques, est-ce qu'elles sont développables à grande échelle sur des grandes surfaces ? La plupart des dépollutions des sols sont des grandes surfaces. Sinon, en fait, quand c'est tout petit, c'est quasiment la gestion de déchets. Un des grands enjeux de la dépollution des sols, c'est justement la grande surface. On est incapable de gérer comme on peut gérer un litre d'eau. On va pas gérer une nappe phréatique inaccessible. L'autre, c'est l'accessibilité. On va pas creuser à 60 mètres de profondeur un sol pollué. Donc il faut pouvoir le dépolluer in situ. Le géologue, l'hydrogéologue doit caractériser le sol. Cette expertise est essentielle pour déterminer les bonnes techniques. On est rapidement aidé quand on fait la dépollution des sols par les historiens. C'est très important de savoir ce qui a été fait à un certain endroit parce que ça va beaucoup plus nous orienter sur les pollutions. Donc le savoir-faire de Veolia, c'est combiner un peu tout ça. Et demain, si on est de plus en plus nombreux, on sera forcément de plus en plus nombreux dans les villes, ce qui peut aussi poser un problème d'une urbanisation qui s'étend sur des terrains potentiellement agricoles. Comment on fait pour allier les deux ? C'est un axe important pour Veolia. L'interface ville-champ, 40% des terres cultivées sont dans un rayon de 20 km autour des villes. La première étape, c'est d'abord ne pas nuire. Donc, on empiète le moins possible par les infrastructures qu'on construit, notamment les infrastructures de traitement d'eau ou de traitement des déchets. Donc, on a mis au point des technologies les plus compactes possibles et elles sont reconnues par nos clients pour leur compacité aussi. Et également,
un lien entre la ville et l'agriculture. Et donc là, ce sont les technologies de reuse. Donc on réutilise l'eau épurée qu'on affine de façon à ce qu'elle soit utilisable par l'agriculteur. Ces technologies de reuse sont essentielles et sont largement utilisées dans des régions comme le Moyen-Orient. Et donc on a au Moyen-Orient des champs qui sont vraiment liés non pas à des nappes phréatiques fossiles, mais qui sont liés à des stations d'épuration. Il y a aussi un bénéfice, et c'est le réinvestissement sur le sol. Donc on doit pouvoir bâtir de l'habitat urbain sur un sol qui a été anciennement pollué. Il faut imaginer que le passé industriel, il a été rattrapé par nos villes. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir rebâtir de l'habitat. Pour cette raison, et ça paraît évident, l'étape de mise en sécurité est essentielle. Et ce faisant, on évite un émiettage et d'aller mordre sur des terres arables qui ont une valeur agronomique qu'il faut préserver. L'autre voie, il est très important, et là-dessus on a des positions fortes, de pouvoir refaire de l'industrie là où il y a eu un passé industriel. La réglementation dans plusieurs endroits dans le monde dit mais l'industriel a été fautif, donc il va être responsable de la pollution. Et comme à cause de cette posture, l'industriel aujourd'hui paye pour l'industriel il y a un siècle. Et donc aujourd'hui, le réflexe dans beaucoup de zones industrielles, mais pas seulement en France, mais dans le monde entier, c'est d'essayer d'acheter des terres vierges de toute pollution pour faire de l'industrie dessus. Et donc il est très important qu'en dépollution des sols, on arrive à rendre à l'industriel une terre qui a déjà été industrielle. Alors il y a beaucoup de bénéfices, en général ce sont des terres où il y a déjà des axes routiers, peut-être des chemins de fer, il y a déjà des sous-traitants, il y a des ouvriers, il y a des formations. Donc il faut maintenir l'industrie là où elle a été. Je vais prendre un cas concret appliqué chez Veolia. En Allemagne, dans la ville de Marl, on rejoint une plateforme chimique occupée par des industriels et qui a été occupée par l'industrie sans doute depuis un siècle. Le sous-sol est pollué. On met en sécurité une certaine partie qu'on va occuper, mais on va réinvestir finalement un incinérateur de déchets dangereux, donc à risque polluant, et on va recevoir des matières polluées, mais on a choisi d'investir sur un site anciennement pollué. Donc ça permet à Veolia de bénéficier de toute l'infrastructure qui existe sur un site industriel, et ça permet d'éviter de construire une usine de traitement de déchets toxiques sur des terres anciennement agricoles. Ce principe-là est possible parce que dans le droit allemand, on n'est pas responsable de l'histoire du site. En revanche, on va louer le site à une entité qui, du fait de la location, a les moyens de maintenir la mise en sécurité et le suivi de ce site pour des dizaines d'années. Ce mécanisme-là paraît essentiel. C'est un mécanisme de droit de l'environnement, mais qui est essentiel si on veut pouvoir rebâtir de l'industrie là où l'industrie a été, et parfois là où l'industrie a laissé des traces, parce que nos ancêtres étaient moins précautionneux que nous sommes aujourd'hui, mais nos enfants seront plus précautionneux que ce que nous sommes aujourd'hui aussi. D'ailleurs, Veolia s'applique sur nos propres sites industriels la notion de suivi. Donc il y a deux enjeux pour moi dans le suivi, c'est le suivi régulier de façon à éviter le risque de pollution et notamment le risque de nappe phréatique. Si on attend de mesurer la pollution dans la nappe phréatique, on va mesurer qu'on est malade et c'est beaucoup trop tard. Donc il faut à tout prix avoir un suivi plus régulier bien avant la contamination de la nappe phréatique. Mais comment faire concrètement pour nourrir toujours plus d'humains demain ? Les réponses de Maëlène Poitronneau, en charge de l'innovation et du développement au pôle agronomique de Veolia, CED. Comment peut-on rendre les sols plus fertiles ? Un sol, pour être fertile, il doit contenir des éléments fertilisants, mais aussi retenir ces éléments fertilisants et aussi retenir l'eau. Parce que si on irrigue un sol qui ne retient pas l'eau, forcément, on aura des difficultés à obtenir la production nécessaire. Donc la matière organique dans un sol, c'est très important. Et rendre les sols plus fertiles, c'est en particulier maintenir la teneur en matière organique de ces sols, mais c'est aussi, dans un grand nombre de cas, améliorer la teneur en matière organique de ces sols, c'est-à-dire l'augmenter. Et pour ça, il y a différentes façons de faire. La façon historique de maintenir ou de restaurer les teneurs en matière organique des sols, c'était d'apporter des effluents d'élevage, les fumiers notamment. Par le passé, les exploitations agricoles étaient en polyculture élevage, donc il y avait toujours la culture, mais aussi les animaux, et les animaux fertilisaient les cultures. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, l'agriculture s'est spécialisée pour être plus performante, mais on a perdu ce côté polyculture élevage, donc il y a tout un tas de zones où
où l'agriculture est spécialisée en culture et où les sols ont perdu cet effet bénéfique qu'avaient les animaux avec leurs effluents d'élevage. Donc il faut recréer des circuits pour retourner de la matière organique dans les sols. Et une des façons alternatives que l'on peut proposer avec nos métiers, c'est d'apporter des composts. Des composts qui sont issus des déchets verts des collectivités, donc déchets d'élagage des arbres, tontes de gazon, etc., qui peuvent être issus des biodéchets collectés au niveau des particuliers ou de la restauration hors foyer ou des grandes surfaces, ou aussi des bouts de stations d'épuration. Et donc ces différents composts permettent, en étant apportés au sol, de progressivement restaurer la quantité de matière organique dans les sols et donc de redonner une fertilité au sol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de rendre des sols plus fertiles sans polluer davantage ? Soit c'est rendre des sols plus fertiles ou plutôt restaurer la fertilité initiale des sols, parce qu'il y a beaucoup de sols en fait qui étaient fertiles et qui ont perdu de leurs caractéristiques parce qu'ils ont été, on dit, surexploités. Effectivement, quand on utilise des sols, quand on implante des cultures, il y a une exportation de cette matière organique dans les sols, et s'il n'y a pas un cycle pour remettre la matière organique dans les sols vont s'appauvrir et donc on perd leur fertilité. Donc c'est important de restaurer ces cycles et de redonner de la fertilité au sol. Mais on peut aussi rendre des sols fertiles. Ça c'est intéressant parce qu'il y a des sols aussi qui naturellement sont peu fertiles. Les sols sableux par exemple. Il y a plein d'exemples où on va fertiliser le désert, reverdir le désert, mais c'est tout à fait possible. Parce que sur des sols, en fait, qui sont très sableux, qui retiennent peu l'eau ou la matière organique, on peut envisager progressivement, d'augmenter les qualités de ces sols en apportant des différents types de matières organiques, je disais des composts ou des effluents d'élevage, pour structurer les sols et leur redonner une fertilité ou leur donner une fertilité et permettre du coup de les utiliser comme support des cultures et comme support de production alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux sols qu'on prépare pour l'agriculture de demain doivent être orientés vers une multiculture ? L'agriculture, dans les années passées, s'est fortement spécialisée avec la vision que pour être productive, il fallait être spécialisé. Et plus on est spécialisé, plus les rendements vont être importants et plus on va pouvoir produire et justement nourrir la planète. Cette idée est parfois controversée et d'autres pensées arrivent aujourd'hui pour revenir à des solutions plus mixtes, effectivement, qui favorisent l'association des animaux avec la culture. Et même au sein de la culture, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, ce sont les associations de plantes. On parle beaucoup d'agroforesterie. Associer des arbres à d'autres cultures, mettre des cultures ensemble pour favoriser le développement des deux cultures, puisque certaines vont permettre d'utiliser à certains éléments, les éléments fertilisants, et d'autres vont se développer juste après. Donc il n'y aura pas de compétition, mais au contraire une bonne utilisation du potentiel. Certaines vont aussi permettre d'éliminer certains insectes nocifs. Donc, tout ce qui est association est quelque chose qui se redéveloppe énormément. Et probablement que ce type d'agriculture va prendre une place importante dans les années à venir. Mais il ne faut pas non plus opposer. Toutes les formes sont nécessaires, il faut qu'elles soient raisonnables et raisonnées bien sûr, mais il ne faut pas généraliser, ce serait dangereux de généraliser en fonction, on parlait des qualités de sol, on ne peut pas tout faire n'importe où, en fonction des qualités de sol, en fonction des géographies, il faut être pragmatique et adapter différents systèmes de culture en fonction des capacités locales et des besoins aussi les plus locaux possibles. Et comment justement on peut aider les agriculteurs à faire face à cette demande multipliée, puisqu'on sait qu'en 2050, on sera 10 milliards. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers une agriculture de plus en plus raisonnée. Ça, c'est évident. Raisonner les apports au plus juste. Et quand je dis les apports, c'est de façon globale, c'est-à-dire les apports en éléments fertilisants, les apports en eau. Une plante, même si elle est dans un sol formidable, qu'elle a tout l'azote nécessaire, sans eau, elle ne poussera jamais. Donc le premier point de production alimentaire, c'est quand même l'alimentation en eau des cultures. Il faut qu'on apporte les bonnes quantités d'eau aux cultures en fonction de la climatologie de leurs besoins, mais il faut la raisonner au plus juste. Donc l'agriculture de demain, elle sera sûrement de plus en plus raisonnée, de plus en plus technologique, de plus en plus digitale. Donc la façon dont on peut accompagner tout ça, c'est de réfléchir à des façons de produire, à des outils qui permettent de mesurer au plus près les besoins des plantes, pour apporter les justes quantités, pour que la production ait lieu sans surconsommer,
sans polluer aussi, parce que tout ce qu'on apporte en plus, qui n'est pas consommé par la plante, potentiellement, des fertilisants apportés en excès, c'est potentiellement de la pollution, donc c'est important de raisonner au mieux. C'est une perte économique sèche aussi pour la personne qui a surdosé sa fertilisation, donc c'est important de doser au plus juste. Donc les outils technologiques vont permettre d'apporter des solutions, de participer à apporter des solutions aux agriculteurs. Chez Veolia, on peut se sentir concerné aussi par ce type de sujet, par nos métiers qui sont l'eau et la production de matières organiques, de compost, de fertilisants. À ce titre-là, on est par exemple actionnaire de la start-up Vegetal Signals qui développe un capteur presque révolutionnaire puisque le concept, c'est de mesurer les signaux électriques émis par les plantes. Les plantes communiquent entre elles. Elles peuvent communiquer même avec des animaux. Les plantes émettent des signaux électriques. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'interpréter ces signaux électriques. Et si on sait interpréter les signaux électriques, on sait si la plante, elle a soif, si elle a faim, si elle a peur parce qu'il y a une agression qui arrive. Et si on sait interpréter ces signaux, on peut, en conséquence, alerter l'agriculteur pour qu'il apporte la bonne dose d'eau, qu'il apporte la bonne dose de fertilisant ou un traitement phytosanitaire nécessaire pour prévenir une maladie. Donc, avoir les bons outils digitaux, les plus précis possibles, ça permet d'accompagner cette agriculture de demain. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent aider justement les agriculteurs et qui sont innovants ? Le domaine de l'innovation en agriculture est extraordinaire. Il y a de nombreuses startups ou grands groupes qui investissent dans ces solutions-là. Beaucoup dans des outils d'aide à la décision, les fameux OAD. Il y a énormément d'OAD qui sont disponibles sur le marché. La plupart d'entre eux sont là pour aider l'agriculteur à apporter la bonne dose de fertilisants. Donc c'est normal, c'est le gros poste pour l'agriculteur, c'est les fertilisants qui sont apportés. Donc bien connaître ces plantes, bien connaître le stade de croissance de la plante et savoir piloter ces fertilisants, c'est important. Mais je reviens sur la matière organique, qui est un sujet crucial aussi pour la fertilité des sols. À ce titre-là, nous avons voulu développer un outil d'aide à la décision spécifique qui n'existait pas sur le marché pour conseiller les agriculteurs sur les apports en matière organique qui seraient pertinents de réaliser pour compléter ou pour améliorer la qualité de leur sol. Donc cet outil s'appelle Soil Advisor, c'est un conseil pour les sols. L'idée, c'est qu'un diagnostic chez l'agriculteur permette de déterminer la qualité de son sol et la qualité de son sol liée aussi à un risque peut-être de perte de fertilité et de lui faire en conséquence des préconisations d'apport de matière organique, différents types de compost et aussi de lui préconiser un rythme d'apport en disant pour restaurer la qualité de votre sol, il faudrait que vous apportiez telle dose à l'hectare pendant X années et du coup, vous pourrez retrouver un bénéfice de production sur ce sol grâce à ces apports et on sait même le qualifier et le quantifier en disant telle augmentation de la matière organique va permettre de gagner tant en rétention des éléments fertilisants, tant en rétention en eau. Du coup, ça fait tant d'économies d'irrigation. Enfin, c'est des choses qu'on sait, avec des modèles agronomiques un peu compliqués, mais qu'on sait simplifier en termes de rendu. Et c'est un conseil qu'on peut donner et des recommandations, du coup, d'usage pour restaurer la fertilité des sols. Et on sait aussi que demain, on sera de plus en plus nombreux dans les villes. Est-ce qu'on a des solutions qui sont en particulier tournées vers les villes ? Je ne pense pas qu'en termes de quantité, ça puisse participer de façon significative aux besoins d'alimentation des villes. Par contre, ça participe de façon significative à la sensibilisation des citadins sur leur alimentation, sur la nécessité de prendre soin de ce que l'on consomme, de consommer au plus juste, d'acheter au plus juste, de pas jeter, de pas gaspiller. Donc, le fait de rapprocher la culture des citadins permet une sensibilisation, mais je ne pense pas que ça pourra de façon significative combler les manques éventuels de besoins en nourriture des citadins. Par contre, il faut réfléchir à des systèmes plutôt périurbains, comme ça existe beaucoup en Île-de-France. Je sais que l'Île-de-France est en capacité à produire la totalité des salades consommées par l'Île-de-France, mais malheureusement, les flux logistiques aujourd'hui font que pas du tout. Les salades repartent à Rungis et ça repart dans le sud et il y a d'autres salades qui arrivent du sud et les flux aujourd'hui sont globalisés à l'échelle du territoire alors qu'on pourrait réfléchir de façon beaucoup plus locale pour faire des boucles plus courtes sans que ce soit forcément de la production vraiment urbaine qui participera et qui a un rôle éducatif très important, mais qui, en termes de quantité, ne résoudra pas tous les problèmes. Et est-ce qu'il faut aussi, pour aider ce mouvement-là, changer notre manière de nous alimenter ? Je peux l'illustrer par un exemple sur lequel on est très impliqué chez Veolia, qui est la production de protéines par les insectes.
Donc c'est peut-être une partie de la réponse. Je sais que la FAO recommande les protéines d'insectes comme étant une des solutions pour justement nourrir la planète demain. Il y a beaucoup de géographies où c'est très classique. L'Asie, l'Afrique, ils consomment des insectes depuis toujours, je dirais, et c'est naturel. En Europe, ça l'est pas encore, hein, loin de là. Mais par contre, produire de la protéine à partir d'élevage d'insectes, c'est un concept qui est tout à fait réaliste, que l'on met en œuvre à petite échelle aujourd'hui chez Veolia, peut-être à grande échelle demain. Et ces protéines d'insectes vont dans un premier temps permettre de satisfaire aux besoins des animaux d'élevage. Donc on parle en particulier de la pisciculture. Donc on sait que les poissons aujourd'hui constituent une grosse part de l'alimentation en protéines et il le sera de plus en plus demain. Il y a des élevages importants de poissons qui se développent pour répondre à la demande. Et aujourd'hui, ces élevages sont majoritairement alimentés par de la pêche minotière. Donc on vide les océans pour nourrir les poissons d'élevage, ce qui est un peu perturbant psychologiquement. Ou alors par du soja qui est majoritairement importé aussi. Donc une des façons de répondre partiellement à ça, c'est de produire en local, de la protéine qui peut nourrir ces élevages de poissons. Donc là, on est sur de l'économie circulaire totale, puisque ces élevages d'insectes peuvent être alimentés par des biomasses végétales, qui peuvent être issues des invendus de supermarchés, des invendus d'agro-industrie. On parlait du mine de Rungis tout à l'heure, ça peut être aussi une source importante de coproduits végétaux qui sont mal valorisés aujourd'hui, et qui peuvent servir de substrat pour nourrir ces insectes. Et demain, ces insectes vont être une source de protéines, peut-être pour nourrir les poissons. Et c'est peut-être une façon de changer un petit peu la façon de voir l'alimentation. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.